Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH management, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job, tiens, on parle du management qui s'expose. Allez hop au travail, une expo dont on va parler, elle est exposée à Citeco et on en parlera avec Albert David. Il est professeur des universités à Paris-Dauphine et il est le cofondateur de Dauphine, musée du management. On parlera du management aussi, qui est une matière qui est assez peu explorée. On fera le point avec lui sur ce sujet. Le cercle RH, le dialogue social, alors que les syndicats sont réunis en conclave pour débattre, réfléchir à une éventuelle réforme des retraites. État des lieux du dialogue social, de la réforme des retraites et de notre modèle social. On fera le point avec deux experts, Frédéric Souillot, secrétaire général de Force ouvrière, et Pierre Ferracci, président fondateur du groupe Alpha, un fin connaisseur du dialogue social et de ses arcanes. Fenêtre sur l'emploi, VAE et transition professionnelle, ça c'est un sujet important, on en parlera avec David Depay. Il est fondateur de Sensei. On fera le point justement sur cette VAE et cette transformation de carrière. Voilà le programme, tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job pour parler du management, mais d'une manière un peu décentrée, parce que le management s'expose, et on en parle avec vous, Albert David. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur des université Paris-Dauphine, éminente université, prof de management, c'est important. Vous êtes le cofondateur du musée du management qui, lui, se trouve à Dauphine, mais il y a une exposition jusqu'en juin prochain qui s'appelle Expo Citeco, que vous avez baptisé « Allez hop au travail ». D'abord, pourquoi ce titre et pourquoi avoir voulu mettre en valeur le management? C'est vrai qu'il n'y a jamais eu d'expo sur le management, je pense que c'est la première fois. Le thème de la Cité de l'économie cette année, c'est le travail. Et on s'est dit qu'on allait faire quelque chose ensemble. Et donc le titre, Allez hop au travail, vous voyez que si vous dites tout d'un coup, Allez hop au travail, c'est le patron qui débarque et qui dit fini la récré. Mais en même temps, dans une équipe, si on dit allez les gars, exact, au travail, changement de ton, on se motive. Mais ouais. Et puis soi-même le matin, des fois, allez hop au travail, on se motive. Donc quelque part, comme la motivation, la responsabilité, tout ça c'est central en management, on s'est dit que c'était un titre intéressant. Et le sous-titre, c'est le management, toute une histoire. Parce qu'on en fait toute une histoire, que tout le monde a des histoires à raconter avec son N+1 ou ses collaborateurs. Et donc finalement, le management, c'est une activité assez générale, d'où ces expositions, Citeco et puis Dauphine. Mais Albert David, le management, j'ai le sentiment que c'est un peu comme la météo, tout le monde peut en parler, tout le monde se sent capable d'en parler, et en même temps c'est une science, en même temps il y a une expertise, et en même temps il y a des travaux de recherche et on n'en parle jamais. Vous êtes d'accord avec ça? On en parle parfois quand ça débouche sur des changements importants dans la société, et puis le management c'est une activité assez générale, c'est pas restreint à l'entreprise ou à une organisation professionnelle. Ouais, associatif, fédération. Associatif, même gérer sa famille quelquefois, c'est du management si on veut. Et curieusement, le management n'a pas toujours bonne presse. Quand un homme politique dit à un de ses collègues, mon cher ami, vous avez une conception purement managériale ou purement gestionnaire de l'action publique, ce n'est pas nécessairement un compliment. Alors que le langage courant, lui, curieusement, a gardé, si vous prenez gérer, quand vous dites t'inquiète, je gère, pour parler familièrement, ça veut dire j'assume, je prends la charge. Quand on dit les gars, vous avez géré sur ce coup-là, vous avez géré. Donc il y a une noblesse du terme qu'a gardé le langage courant que n'aurait pas gardé le langage professionnel ou politique. C'est curieux. Vrai. Mais comment vous expliquez, vous qui êtes professeur de management, donc qui j'imagine mettez en valeur toutes les théories, toutes les recherches les plus approfondies, comment vous regardez le mauvais regard qu'on porte sur ce mot management et j'ai envie de dire le manager? En fait, en français, manager, ça existait. Mais ça désignait jusqu'aux années 60 quelqu'un qui s'occupe d'un sportif, d'un boxeur en particulier. Exact. Et puis le mot a été repris de l'anglais, mais ça vient du français au départ. Manager, c'est ménager. Et si vous dites en français de quelqu'un, il faut que je le ménage, c'est plutôt bienveillant, plutôt respectueux. Si vous dites il faut que je le manage, ça sent la reprise en main. Et donc, on a peut-être réimporté un peu de violence ou d'incompréhension en reprenant le terme qui a été ressorti par effraction du langage américain. Ouais, c'est vrai. Et en même temps, dans manager, il y a maneggiare en italien qui veut dire faire tourner des chevaux dans un manège pour les dresser. Donc il y a quelque chose comme de la socialisation, une forme de dressage, en tout cas prendre l'habitude d'une certaine rigueur. Et puis dans manager, il y a la main, mana, qui est la main qui dirige, la main qui donne à faire. Donc si vous combinez le fait que manager, ce serait prendre soin, allouer ses ressources avec parcimonie, avoir du discernement, premier sens. Dresser au sens éduquer, former, apprendre les codes. Et puis donner à faire, l'art de faire faire en quelque sorte, c'est déjà plus intéressant. Et gérer, c'est pareil. On trouve dans des textes de l'Antiquité romaine la bonne gestion comme se disant d'une action réussie, juste et bénéfique à tous.
Et si on avait médité ça un peu tous les jours depuis tout ce temps-là, peut-être qu'on aurait des pratiques un peu plus vertueuses. Mais parmi les 3 définitions que vous avez posées sur la table, qui sont l'une vertueuse, l'une un peu plus sévère, l'une un peu plus ouverte avec la main, les managers, ou en tout cas les dirigeants d'entreprise, doivent plutôt s'orienter vers quel type de management? Parce qu'on a plutôt le sentiment que les collaborateurs attendent de l'écoute, de l'accompagnement et pas forcément de verticalité. Oui. Les leçons de l'expérience qu'on a et des recherches, c'est qu'il faut être capable de changer de registre quand c'est nécessaire, en réalité. Il y a un article célèbre des années 60 qui a été réédité des milliers de fois, qui s'appelle « Une fois de plus, comment motivez-vous vos employés ?» Et là-dedans, on explique que la carotte, le bâton, le coup de pied aux fesses, tout ça, ça peut marcher, mais c'est pas là qu'on va vraiment motiver les gens. Bon, très bien. Ça date des années 70. C'est ça. C'est Herzberg, 1968, Harvard Business Review, vendu 1 200 000 fois par Harvard par la suite. Déjà, on dit que ce n'est pas forcément le bâton qui marche. Et cet article, il dit qu'il faut intéresser les gens à la partie, mais au contenu du travail. La première motivation, c'est de faire un boulot intéressant. Et le manager, si c'est possible, il essaie de motiver ses équipes de cette façon, sauf que lui-même, il est managé aussi, si on va vers les 4 dirigeants. Et c'est une des difficultés, a priori, aujourd'hui, c'est est-ce que les managers ont à la fois les épaules pour porter la charge que ça représente aujourd'hui, ça, et en même temps, est-ce que les contraintes qui pèsent sur leurs épaules ne sont pas parfois trop lourdes ou trop contradictoires? C'est ce qu'on entend. On parle du manager coach avant de nous quitter. Ça vous semble être un peu bullshit comme concept ou pas? Si on parle de manager coach, c'est qu'il y a une espèce de dialectique. On est peut-être allé trop loin dans l'autre sens ou pas assez dans celui-là. Donc ça dit, il faut écouter, il faut prendre l'énergie des gens, faire un peu d'aïkido en quelque sorte, pas vouloir tout gérer en top-down en quelque sorte. Passionnant. Allez au musée du management, ça c'est à Dauphine et c'est vous qui l'avez cofondé. Et puis Citéco, c'est à côté du parc Monceau, ancien bâtiment de la Banque de France, c'est facile à trouver. Allez hop au travail, l'affiche donne envie. Voilà. C'est plutôt le côté positif, allez hop. Allez à Citéco voir cette exposition qui dure jusqu'au mois de juin. 1er juin. Donc on a encore quelques mois pour aller visiter cette belle exposition. Merci Albert David de nous avoir éclairé, c'est toujours passionnant, la sémantique, l'utilisation des mots, l'origine des mots. Merci, c'est un vrai plaisir de vous accueillir. On tourne une page, on s'intéresse au dialogue social. Tiens, le dialogue social avec un conclave, avec le débat sur les retraites, ça se passe pas très bien. Un rapport de la Cour des comptes, 2 experts me rejoignent pour faire le point sur ces enjeux du dialogue social. Je les accueille et c'est le Cercle RH. Le cercle RH pour parler du dialogue social et puis l'incarner, ce mot dialogue social, parce que c'est un mot que les politiques utilisent tout le temps, le dialogue social, les chefs d'entreprise qui viennent sur ce plateau, mais là les partenaires sociaux sont en conclave, c'est le mot qui a été utilisé, envoyé en quelque sorte par François Bayrou pour travailler, réfléchir rapidement à trouver une issue à la réforme des retraites. Et on va en parler avec mes invités, mais on parlera aussi du dialogue social en entreprise, de la manière dont se passe réellement ce dialogue social. 2 experts, 2 observateurs, 2 acteurs de ce sujet. Frédéric Souillot, ravi de vous accueillir. Merci d'être sorti de ce conclave, secrétaire général de Force ouvrière. Vous n'aimez pas le mot, hein? Conclave, vous levez les yeux au ciel dès que je vous dis conclave. C'est pas que j'aime pas le mot, mais je pense que ce jour-là, le Premier ministre, il aurait mieux fait de parler de concertation ou de conférence ou de ce qu'il veut, mais conclave, on est dans une république laïque et la loi de 1905, la séparation de l'Église et de l'État. Voilà, c'est dit, c'est posé. Pierre Ferracci, ravi de vous accueillir sur le plateau. Également. On a commencé par un sourire, puisque ce mot conclave, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais François Bayrou, président fondateur du groupe Alpha. Et puis, au-delà, fin observateur, expert des arcanes du dialogue social, du travail des syndicats patronaux et salariaux. D'abord, un petit mot sur les retraites. Le rapport de la Cour des comptes a été repoussé d'une journée. Il sera développé et présenté jeudi prochain, jeudi dans 2 jours. Oui. On dit que finalement, entre ce qui avait été annoncé par François Bayrou, 45 milliards, 55 milliards, le rapport de la Cour des comptes semble avoir fait baisser un tout petit peu le déficit. Finalement, c'est peut-être pas si grave que ça, la crise des retraites, si je déflore un peu le rapport de la Cour des comptes. Déjà, est-ce qu'il y a crise ? Nous disons, et nous l'avons dit l'année dernière sur la réforme des retraites, il n'y a pas de crise. Et il n'y avait pas besoin de reculer l'âge de départ ou d'allonger la durée de cotisation. Il n'y a pas de crise. Non, il n'y a pas de crise des retraites. Écoutez, on nous explique qu'en 2030, alors les projections du Conseil d'orientation des retraites, parce que l'expertise, c'est là où elle se fait. Les chiffres et les analyses, c'est là.
Eh bien, il nous explique que 6 à 7 milliards de déficit, ça dépendra du taux d'emploi, et notamment du taux d'emploi des seniors. Si on l'augmente de 10 points, on sera excédentaire de 4 milliards dans les caisses en 2030. Avec un chômage qui a progressé, il y a une trentaine d'années, 4 actifs finançaient un retraité. Aujourd'hui, on est à un actif et demi pour un retraité. Ça veut dire que le système ne peut pas tenir, Pierre Ferracci. Mais il y a crise ou pas crise? Il y a crise du travail, il n'y a pas crise des retraites. Frédéric a mis l'accent sur un point essentiel que les pays scandinaves ont traité depuis longtemps. Les seniors, quand je dis les seniors, à commencer par 55 ans jusqu'à 62, 64 ans, travaillent beaucoup moins que dans les autres pays. Le taux d'emploi. Et ce problème n'a jamais été traité. Dans les pays du Nord, il a été traité avant de décaler l'âge de départ à la retraite. Et si on règle ce problème, oui, le problème de financement s'estompe très fortement. Donc ce problème-là, il faut le traiter. On est bien placé pour savoir que dans les plans de restructuration, le critère d'âge est le critère premier, oui, et qu'on fait partir les plus anciens, qui parfois le souhaitent d'ailleurs quand ils font des travaux pénibles, parce qu'ils savent très bien que ça va être de plus en plus pénible. Ou pas seulement, je m'autorise à... Oui, tout à fait, parfois. Mais en tout cas, du côté des entreprises, il y a un gros travail à faire. Et si on règle ce problème, des économistes, même très libéraux, le disent, on règle en grande partie le problème de financement des retraites. Donc l'enjeu, c'est effectivement le taux d'emploi des seniors et de les accompagner dans des emplois moins pénibles, parce que c'est un vrai sujet. Travailler sur leur fin de carrière. Seniors, mais on a la totalité, le taux d'emploi des 25-64 ans. La dernière étude INSEE disait qu'on était à 49% en France de taux d'emploi. CGT dit abrogation, CFDT dit aménagement. Qu'est-ce que dit FO ? Moi, je le dis depuis le début, et je l'ai encore dit ce matin à Matignon. Abrogation de la réforme des retraites. Quand 50% des gens qui liquident leur retraite aujourd'hui à 62 ans et quelques mois ne sont plus en emploi, et 18 000 d'entre eux sont au RSA parce qu'ils ont perdu leur emploi à 55 ans, qu'ils sont passés par l'assurance chômage, les minima sociaux, et ça, ce ne sont pas des profiteurs, ils le cachent même à leur famille. Parce que expliquer à vos enfants que vous terminez votre carrière professionnelle au RSA, vous continuez de faire le poulet et les frites le dimanche, vous le dites à personne, et la semaine vous vous débrouillez, vous mangez des patates. C'est tragique ce que nous décrit. Oui, je crois qu'il faut en tout cas, au-delà de la sémantique, préserver l'essentiel du système de répartition qui fait partie de notre culture, de notre système social au sens large. Et en tout cas, si certains ont envie... Capitalisation est arrivée dans le MEDEF à porter le sujet. Si certains ont envie de porter de la capitalisation, il faut au moins respecter 2 critères. D'abord, ne pas mettre en cause les fondements du système de répartition, et ensuite en faire au moins un instrument de développement de l'industrie nationale, comme là aussi l'ont fait certains pays scandinaves, et de façon extrêmement puissante. Je pense notamment à la Norvège. Après, la capitalisation, c'est vrai que les syndicats, si c'est marginal et si c'est équilibré, ont intérêt à bien réfléchir. Donc un système quoi, mixé ? Oui, mais bien sûr, mixé, dosé, mais avec un poids essentiel pour la répartition, pour ce travail entre les générations. Et c'est aux entreprises, Pierre Ferracci, de le faire, de dire aux salariés, vous met en place. Oui, mais l'État doit donner une impulsion, parce que autrement, dans les entreprises, et parfois les citoyens eux-mêmes, les salariés eux-mêmes, avec leurs banquiers, avec leurs assureurs, gèrent de la capitalisation. Donc moi, je préfère demain un système, s'il est introduit... Géré par l'État. Géré par les partenaires sociaux, avec un œil bienveillant de l'État, avec une application de la Caisse des dépôts, par exemple, qui doit être un instrument technique très fort. Mais pas aux mains des compagnies privées, c'est ce que vous mettre dites. Les partenaires sociaux dans le coup, comme ils gèrent très bien le système complémentaire de retraite, je pense qu'ils sont capables d'avoir de la capitalisation, une approche plus dynamique, plus positive que ceux qui ne voient dans la capitalisation que la façon de remplacer le système par répartition. Louis Gallois, qui est une personne, quand elle s'exprime, qui dit des choses, il s'est exprimé au Sénat, alors il dirige France Industrie, me semble-t-il, c'est un grand patron, qui dit, et je le cite, je considère que par rapport à notre modèle social et à son financement, parce que le sujet était aussi posé d'une manière plus large sur le financement du modèle. Frédéric Soulieux, ça va vous intéresser, peut-être que vous l'avez entendu, Louis Gallois, qui dit « Je considère que le compromis de 45, où la capacité contributive des contribuables était faible, a été déporté sur les entreprises. Et évidemment, la question, je considère que les marges aujourd'hui, il parle là aujourd'hui, des entreprises en France, est inférieure à celle des autres pays, pointant du doigt le fait qu'on ne fasse peser que sur les épaules des entreprises le financement tout ou partie de notre modèle social. Est-ce qu'on doit repenser le financement du modèle social ? En un mot, on parle de l'industrie en France, de la compétitivité des entreprises françaises. Est-ce qu'avec ces boulets aux pieds, elles peuvent concurrencer d'autres pays hors Europe ? Alors, vous n'auriez pas dû m'inviter, parce que moi, je ne vais pas parler de boulets aux pieds.
notre sécurité sociale, elle a 80 ans. En octobre 2025, ça fera 80 ans que le Conseil national de la résistance a mis en place notre sécurité sociale. Ouais, mais il dit quand même que la capacité contributive des contribuables en 45 était faible. C'est la raison pour laquelle on a fait porter sur l'entreprise le modèle social. Alors, il dit en creux qu'aujourd'hui, les salariés ne sont pas dans la situation de 45. Alors, soit, pour autant, en 45, il fallait tout reconstruire, il fallait bien redonner une impulsion à la République, et notamment à travers la sécurité sociale et notre protection sociale collective, qui, je le rappelle, qu'on soit employeur ou salarié, nous prend en charge de la naissance jusqu'à notre mort. Pour autant, les cotisations que nous réglons les uns et les autres, parce que quand on dit c'est à la charge de l'entreprise... Non, les salariés payent des cotisations. Bien évidemment, c'est ce qu'on appelle le salaire différé. Maintenant qu'on arrive à se projeter dans le temps et qu'on regarde le financement de notre protection sociale collective dans 30 ans ou 40 ans, ce qu'expliquait Pierre peut-être sur un volet capitalisation. Alors, si on reste sur cette sémantique-là... Un dosage. Il va y avoir une opposition des organisations syndicales, quasiment toutes, sur capitalisation. Parce que on ne voudrait pas qu'après-demain matin, on soit comme les fonds de pension américains ou ailleurs, où on irait spéculer sur le dos de pauvres bougres comme nous ailleurs dans le monde, pour pouvoir avoir le même rendement à la bourse à la fin de l'année. La crise des subprimes en 2008, tous les fonds de pension le lendemain matin, ils ne savaient plus comment payer les pensions de retraite des retraités américains. Mais là, vous avez balayé d'un revers de main dès le début de l'émission. Il n'y a pas réellement de crise des retraites. Globalement, le système va peut-être s'équilibrer. On attend le rapport de la Cour des comptes qui a l'air plutôt positif et encourageant, puisque vous avez des informations. Si j'ai bien compris, je vous vois sourire. Vous avez bien des informations. Qu'est-ce que nous dit ce rapport de la Cour des comptes ? Ce rapport de la Cour des comptes nous dit qu'il n'y a pas de déficit caché, comme le laissait sous-entendre le Premier ministre quand il était parti dans ses aléas religieux au moment de son discours de politique générale. D'où le conclave. Et d'autres. Et d'autres. Le sujet, on le connaît, tous, depuis longtemps, Conseil d'orientation des retraites. On les connaît, les prévisions. Excusez-moi de revenir sur mon sujet, mais plus assez d'actifs aujourd'hui pour financer le chômage à repris. Alors, écoutez, je suis désolé. Quelqu'un, début 2024, a parlé de réarmement démographique. Oui. Bon. Heureusement qu'on n'a pas eu 100 000 bébés de plus, parce qu'on n'avait pas assez de maternité pour qu'ils puissent accoucher, on n'avait pas assez de crèches demain matin et pas assez d'écoles après demain. Heureusement qu'on est un pays vieillissant. Pierre Ferracci. Ça crée d'autres problèmes. Non, mais pour revenir sur le modèle social. Oui, alors l'entreprise, on lui fait peser sur ses épaules Oui, mais puisque vous citez Louis Gallois, je crois savoir, le problème est plus complexe que ça. Je crois savoir qu'il y a quelques années, il critiquait aussi le système d'exonération des cotisations qui portait sur les bas salaires autour du SMIC et qui avait contribué à mal spécialiser l'industrie nationale. Quand il était chez Renault d'ailleurs. Voilà, et qui explique aujourd'hui qu'on a un vrai problème de réindustrialisation et c'est pas en 3 ans qu'on va refaire ce qu'on a fait baisser en 40 ans. Donc il faut reprendre le système à la base. Je pense qu'au-delà des retraites, il y a aussi une crise des finances publiques aujourd'hui qui dépasse largement le cadre des retraites. Il y a des enjeux sur l'assurance maladie également. Il y a un pays qui n'est pas très bien placé en matière d'accident du travail. Donc ça c'est aussi le problème, on y reviendra peut-être avec la semaine de 4 jours, c'est le problème aussi d'un équilibre à trouver entre le temps de travail, les rémunérations, les conditions de travail et la qualité de vie au travail. Mais donc pour revenir à votre question, il faut peut-être penser le modèle de financement, mais il ne faut pas commencer par dire que les entreprises n'en peuvent plus et qu'il faut de ce côté-là faire amende honorable et revenir sur tout ce qui a été fait. Si on revient sur ce qui a été fait, et certains patrons le disent également, il n'y a pas que Louis Gallois, il y a un système d'exonération qui est mal pensé depuis le départ, qui a peut-être favorisé l'emploi à court terme, qui a détruit le travail et le travail qualifié, et notamment une partie de notre industrie à moyen et long terme. Et favoriser l'industrie en France, donc les salariés qui fabriquent en France. Je ne reviendrai pas sur la phrase de Bernard Arnault avec cette joute entre Michel-Édouard Leclerc et Bernard Arnault. La semaine des 4 jours, pour ou contre chez FO? Parce que la RATP, vous avez vu, lance, il y a plusieurs entreprises de l'informatique, mais là c'est la RATP qui dit on a des difficultés de recrutement, c'est de la marque employeur, et puis c'est aussi un métier pénible, conduire des bus avec des horaires décalés. Est-ce que vous dites on soutient cette initiative? Alors la semaine de 4 jours, je pense, et qu'il ne faut surtout pas passer par une loi comme pour la réduction du temps de travail et les 35 heures. Aux entreprises? Voilà, aux entreprises et dans les branches de discuter de l'organisation du travail. En 4 jours, en 5 jours. Moi, je viens de l'industrie.
où nous, on travaillait ce qu'on appelle en feu continu, donc 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 par équipe. D'accord. Enfin, c'était 5-8 ou les 5-8. 6-8, ça dépendait du mode d'organisation de travail, mais pour le coup, il y avait des semaines où on ne travaillait que 3 jours. Et pour revenir sur ce que disait Pierre, notamment sur prévention et notre taux d'accident du travail, alors l'organisation du travail est un vrai facteur de prévention. Eh bien, la semaine de 4 jours, si c'est un vrai facteur de prévention, pendant des années, et j'assume la responsabilité, y compris de mon organisation syndicale, parce que j'ai un droit de suite, on a parlé réparation à la fin. On arrive tout cassé à la retraite ou en invalidité, il faut que ce soit réparé. Oui, arriver en bonne santé à la retraite. Eh bien, moi, je préfère qu'on parle de prévention. On fait d'abord de la prévention et évidemment, s'il y a de la réparation, on verra ça plus tard, mais anticipons les choses. Juste Pierre Ferracci, avant de nous quitter, il reste peu de temps, mais le patron de la CPME, donc qui a remplacé une figure, qui était une figure, le patron de la CPME est resté très très longtemps. Là, c'est aujourd'hui un patron qui a créé Hitch, qui est une plateforme qui concurrence Uber. Enfin, c'est quoi? C'est une révolution dans le dialogue social et je dirais dans les images de ceux qui vont incarner le dialogue social, parce que c'est un personnage original quand même. Alors un mot simplement sur la semaine en 4 jours. En 4 jours, Pas de 4 jours. Moi, je suis très réservé. Si c'est faire en 4 jours ce qu'on fait en 5 jours, il y aura une intensification du travail qui se traduira par de la fatigue, des conditions de travail dégradées et une perte de productivité. On réduit le temps de travail. Voilà, et on a déjà... Non, ça après, ça dépend de chaque entreprise. Mais vous savez, déjà, avec la mise en place des 35 heures, je le dis souvent à mes amis syndicalistes, on a vu comment les entreprises ont rattrapé le coup des 35 heures, qui était de plus 10%. Modération de la politique salariale et intensification du travail. C'est une des raisons qui fait qu'aujourd'hui, en matière d'accident du travail, en matière de risques psychosociaux, on n'est pas les mieux placés en Europe. Et la productivité a commencé à baisser, même si elle se redresse là un peu plus vite que prévu. Donc moi, je suis très prudent là-dessus. C'est vrai que c'est tentant pour un salarié d'avoir 3 jours consécutivement. Mais il y en a qui en reviennent parce que la fatigue, au bout de 4 jours intenses, ça se fait sentir très vite. Il nous reste 40 secondes. Le patron le nouveau patron de la CPME. Alors je déjeune avec lui dans quelques jours. C'est vrai que c'est une excellente information. C'est une personnalité atypique. Et puis je vais le mettre en face de quelques syndicalistes et de la ministre du Travail prochainement. Parce que le dialogue social, c'est compliqué sur les plateformes. Oui, mais en tout cas, bon, c'est quelqu'un d'assez atypique. Moi, je suis la première organisation syndicale chez les travailleurs de plateforme. Donc, vous allez pouvoir parler avec lui. Voilà, mais j'ai déjà discuté avec lui et il n'est pas que créateur de plateforme. Non. Dans le médico-social et le non lucratif. Absolument. Et il a fait le travail dans la branche et ça se passait plutôt bien. Bon, en parenthèse, Vitaliance, c'est une grande entreprise. Et une très grande entreprise. Plusieurs milliers de salariés. Tout à fait. Mais donc plutôt c'est un patron original. Moi, je vais le découvrir. Je le connais peu, mais je serais ravi de discuter avec lui, y compris du code du travail réduit à une page, comme il a évoqué. Ça me paraît un peu juste. C'est pour ça que j'évoquais ce sujet. Cet homme a quand même une vision comme ça, un peu simplifiée du dialogue social et du code du travail. Mais quand on commence, on doit faire de la communication pour apparaître. Et puis après, la réalité nous rattrape. Et le pragmatisme aussi. Il va donc rentrer dans le rang et peut-être participer à ce conclave, pour finir sur ce mot que vous n'aimez pas. Merci Pierre Ferracci, président fondateur du groupe Alpha. Puis vous aviez sur votre agenda, je crois, le logo du Paris FC, parce que je crois que c'est aussi votre deuxième bébé entreprise, parce que c'est aussi une entreprise, le Paris FC, qui fait vivre des salariés. Merci à vous, Frédéric Soudiot, d'être venu nous rendre visite. Merci. Secrétaire général Force ouvrière, et vous allez peut-être retourner assez rapidement, là, dans les jours qui viennent, de nouveau négocier. Ça se termine quand, avant de nous quitter, la négo? On ne sait pas, elle n'a pas commencé et déjà il y a un report. Il y a un report du rapport. D'accord. Et peut-être que ce sera jeudi qu'on nous le remettra. Mais je dis bien peut-être. D'accord. Eh bien, on en saura plus avec ce rapport de la Cour des comptes. Merci à vous deux, messieurs. Merci. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. Et c'est tout de suite. Fenêtre sur l'emploi pour parler de la VAE, donc de la reconversion, qui est un outil, cette VAE, très très utile. On en parle avec un expert de ce sujet, David Depay. Vous êtes fondateur de Sensei. Sensei, c'est quoi? C'est une entreprise qui fait des bilans de compétences et qui accompagne les salariés actifs dans un projet de validation des acquis et de l'expérience. C'est bien cela? Exactement, la mobilité professionnelle, grâce à ces dispositifs que vous avez bien présentés. Concrètement, ça marche comment une VAE? Un salarié va contacter son DRH qui va ensuite le ventiler, lui proposer des structures pour l'accompagner. Comment on fait?
Alors déjà, une VAE, ça peut être une démarche individuelle. Il faut savoir déjà ce que c'est qu'une VAE. C'est la validation des acquis par son expérience. Autrement dit, c'est le deuxième chemin pour atteindre l'obtention d'un diplôme. Il y a la formation en initiale, mais il y a aussi l'acquisition de compétences par l'expérience professionnelle. Donc, ça peut être une démarche individuelle de l'actif, ou effectivement, ça peut être une discussion dans le plan de compétences de l'entreprise pour une évolution professionnelle. Alors, on le sait, pour le bilan de compétences, le CPF peut être activé, actionné, pour la VAE aussi. Exactement. Ça, c'est intéressant. Alors, donc, ça veut dire que le salarié va aller chercher sur son compte CPF, bon, avec un parcours du combattant un petit peu complexe, hein, ça ne vous aura pas échappé, et il va pouvoir aller voir une structure comme la vôtre. Pour l'accompagner, ça dure combien de temps, une VAE ? Alors effectivement, quand on parle de VAE, on a une sémantique qui est assez finalement un raccourci. La VAE, c'est l'examen final. Donc tout l'accompagnement effectivement qui précède cet examen, c'est l'accompagnement qui est financé par les fonds publics, comme le CPF par exemple. Et effectivement, on peut aller voir un organisme qui est spécialisé, qui est bien évidemment reconnu pour être accompagné pour la réalisation de ce mémoire quelque part qui est assez complexe, qu'on appelle aussi le livret de... Vous l'avez évoqué, le CPF, effectivement, est un moyen de financer cette VAE. C'est tout récent, hein, parce qu'il y a eu une réforme, effectivement, oui, qui a modifié un peu ce financement. Et aujourd'hui, c'est un petit peu plus souple et flexible. Elle sert à quoi quand un collaborateur actif s'engage dans une VAE ? C'est qu'il a envie d'aller ailleurs, c'est qu'il veut prouver à son entreprise qu'il a aussi envie de grandir et de progresser. Qu'est-ce qu'il nous dit quand il engage un processus de VAE ? Très intéressant. Effectivement, historiquement, on avait beaucoup de VAE dans des entreprises où il était de coutume qu'on ait un certain niveau de diplôme pour accéder à l'échelon du dessous. Du dessus, pardon. On pense par exemple aux banques ou aux grosses institutions comme la SNCF, EDF. C'est souvent là-dedans qu'on retrouvait la VAE. Aujourd'hui, finalement, c'est beaucoup plus généralisé. Il y a des métiers dans des secteurs un peu plus nichés, comme les métiers du care, qui sont concernés par la VAE, où des niveaux de diplôme sont maintenant demandés pour avoir accès à finalement un certain type de métier. Avant de nous quitter, quand même, David, ça permet aussi à des personnes qui n'avaient pas fait d'études initiales d'accéder à un diplôme. Il faut le dire, ça. Vous parliez des personnes dans le soin, dans le care, de l'aide à la personne. Et elles arrivent à accéder à un diplôme. Tout à fait, vous faites bien de le souligner parce que c'est une réalité, le schéma finalement, le cursus scolaire ne convient pas à tout le monde. Et effectivement, beaucoup de personnes se sont mis à travailler tôt, ont acquis des compétences et c'est vraiment l'occasion de les valoriser, de les faire reconnaître pour l'estime de soi, mais aussi pour une belle évolution professionnelle. Augmentation du nombre de salariés actifs qui poussent la porte de votre structure et je dirais de manière générale des structures pour faire une VAE ou on est plutôt j'ai plus le sentiment que c'est un dispositif qui va monter en puissance. Exactement, c'est une volonté de l'État de tripler le nombre de bénéficiaires d'une VAE. L'objectif est d'atteindre 100 000 personnes sur le plan qui était d'environ 5 ans suite à cette réforme. Donc effectivement, la VAE est de plus en plus proposée, de plus en plus connue et effectivement on a de plus en plus de demandes pour ce dispositif. Le processus, combien de temps avant de nous quitter ? Il nous reste 30 secondes. C'est quoi ? 1 mois, 2 mois ? On est un petit peu plus long. On est sur un processus 6 mois. Qui va être autour de 6 mois. Et effectivement, beaucoup d'innovations technologiques aujourd'hui, en ouverture pour la fin de cette interview sur l'IA, permettront notamment de raccourcir ces délais. Oui, parce qu'évidemment, il faut compiler, cumuler les compétences et essayer de les ranger au bon endroit pour en créer ce diplôme. Exactement. C'est un parcours assez intéressant à faire, d'ailleurs. Merci David Epée, vous êtes fondateur de Sensei, vous l'aurez compris, une entreprise spécialisée dans les bilans de compétences et la VAE. Notre émission est terminée. Merci de l'avoir suivi, merci à toute l'équipe, merci à Xavier à la réalisation, merci à Héloïse au son et merci à Nicolas Juchat qui m'accompagne dans cette belle émission. Je vous dis à très très bientôt et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.